On m'a souvent appelé par le nom de mon frère, comme si je n'existais qu'à travers lui. Lui, Bangu, historien renommé, auteur du Livre des Han. Mais qui se souvient que lorsque sa plume s'est arrêtée, c'est moi, sa sœur, Banjao, qui ai poursuivi l'œuvre? Qui se souvient que moi aussi, j'ai tenu la mémoire d'un empire entre mes mains? Je suis née au 1er siècle, dans une Chine impériale où le savoir était un privilège d'homme. Et pourtant, je suis devenue la première femme historienne de mon pays. Une érudite dans un monde qui ne voulait pas de moi. Je suis née dans une famille de lettrés. Mon grand-père, mon père, mes frères, tous baignaient dans les livres et les classiques. Moi aussi, je lisais. Moi aussi, j'écrivais. Mais ma place, disait-on, devait être au foyer, dans le tissage, dans les rites domestiques. Pourtant, ma mère a glissé entre mes doigts les textes de Confucius, les chroniques des royaumes, les poèmes anciens. Elle m'a appris que le savoir n'est pas une arme réservée aux hommes, mais une lumière qui éclaire quiconque ose la chercher. Alors j'ai lu, alors j'ai retenu, alors j'ai écrit. Quand mon frère Bangu fut emprisonné, accusé de trahison dans les luttes de cour, c'est moi qu'on appela. L'empereur voulait que le livre des Han, cette grande chronique de notre dynastie, soit terminé. Et c'est moi, une femme, qui entrait dans la bibliothèque impériale, qui prit les rouleaux, qui corrigeait les erreurs, qui poursuivit le récit. J'avais la mémoire de mon frère, mais aussi ma propre voix. J'écrivais pour que l'histoire des Han ne s'efface pas. Et ce faisant, je gravais aussi mon nom, discrètement, dans une œuvre que les siècles ne pourraient oublier. Mais mon nom, justement, on a voulu le réduire. On a dit, elle n'a fait que compléter. Comme si compléter l'histoire d'un empire n'était rien. Comme si, parce que ma main était féminine, ma plume valait moins. Pourtant, mes textes ont guidé les empereurs. Mes mots ont franchi les murs des palais. Et moi, Banjao, fille et sœur d'érudits, je suis devenue maîtresse des lettrés. Une voix que même le trône impérial écoutait. Je n'étais pas seulement historienne, j'étais aussi pédagogue. On me confia l'éducation des femmes de la cour, des princesses, des impératrices. J'ai écrit pour elles un livre, Les instructions pour les femmes. Un texte où je leur rappelais que l'humilité protège, mais où, derrière la modestie imposée, je glissais une vérité plus grande, qu'une femme peut et doit savoir, car le savoir est la seule arme que nul ne peut nous retirer. Je suis Banjao, et dans la Chine des Han, j'ai appris à manier les mots comme d'autres maniaient l'épée. Quand j'entrais dans la bibliothèque impériale, entourée de rouleaux innombrables, je sentais le poids de l'histoire sur mes épaules. Ces textes n'étaient pas seulement des archives, ils étaient la mémoire vivante d'une dynastie, et il m'incombait de les préserver. Je passais des nuits à lire, à comparer, à corriger, à relier les fragments dispersés. Mon frère avait commencé une œuvre monumentale, mais c'est moi qui l'ai achevée. Et pourtant, souvent, mon nom restait caché derrière le sien. Je savais que dans un monde où les femmes n'avaient pas droit de citer dans le savoir, ma seule présence parmi les lettrés était une provocation. Mais je n'étais pas venue pour défier les lois, seulement pour dire la vérité de l'histoire. Alors, j'ai avancé avec prudence. Mes textes portaient ma rigueur, mais aussi mon humilité, car dans une cour où chaque mot pouvait être retourné contre moi, la modestie était une armure. J'apprenais à me taire pour mieux être entendue. Et c'est ainsi que j'ai gagné la confiance de l'empereur lui-même. Un jour, on me demanda de rejoindre le palais intérieur, là où vivaient les femmes de l'empereur. On voulait que j'éduque les princesses, que je leur transmette le savoir. J'acceptais, non sans crainte, mais avec une conviction profonde. Si les femmes pouvaient accéder au savoir, elles deviendraient plus fortes, même au sein des murs d'or et de soie. C'est pour elles que j'ai rédigé mon traité le plus connu, Les instructions pour les femmes. Beaucoup y ont vu un texte de soumission, car j'y parlais d'humilité, d'obéissance, de retenue. Mais ceux qui savent lire entre les lignes comprennent. Je donnais aux femmes des armes invisibles.
J'enseignais à plier pour mieux se relever, à se taire pour mieux penser, à accepter en apparence pour mieux préserver leur esprit. On me demandait souvent pourquoi je ne parlais pas plus ouvertement, pourquoi je n'osais pas revendiquer. Je répondais que parfois, pour survivre, il faut parler dans le langage de son époque, même si l'on pense déjà au siècle suivant. Moi, je n'écrivais pas seulement pour les femmes de mon temps, j'écrivais pour celles qui viendraient après, celles qui liraient mes lignes et comprendraient que derrière la douceur imposée, il y avait une force en réserve. J'étais historienne, pédagogue, mais aussi stratège du silence. Et dans ce silence, je préparais une mémoire que personne ne pourrait effacer. Dans les couloirs du palais, on m'appelait parfois la maîtresse des classiques. Les lettrés venaient me consulter, les princesses me questionnaient, et même l'empereur m'écoutait. Pour une femme de mon époque, c'était une position presque inconcevable. Mais je n'y voyais pas un privilège, j'y voyais une responsabilité. Chaque parole que je prononçais pouvait ouvrir une porte ou en fermer une pour toutes celles qui viendraient après moi. Je devais être juste, mesurée, mais aussi ferme. Car si je faiblissais, on dirait « Voyez, une femme ne peut pas enseigner ». Alors que si je réussissais, même dans l'ombre, on murmurerait « Peut-être que les femmes ne sont pas si différentes des hommes ». Je me souviens d'un moment où l'empereur Han des Han me fit appeler. Il voulait mon avis sur un passage du Livre des Han que j'avais complété. Je lui expliquais la logique des événements, les causes et les conséquences, et je vis dans son regard une lueur d'admiration. Non pas pour moi en tant que femme, mais pour la rigueur de ma pensée. Et ce jour-là, j'ai compris que le savoir est une arme plus puissante que le sceptre. Car un empereur peut gouverner, mais sans mémoire, sans histoire, son règne s'efface. Moi, je détenais cette mémoire. Mais je savais aussi que mon rôle avait des limites. Je ne pouvais pas transformer les lois qui enfermaient les femmes. Je ne pouvais pas abolir les traditions confuciennes qui faisaient de nous des épouses dociles. Alors j'ai choisi une autre voie, transmettre à travers des textes, des conseils, des poèmes. Je voulais que les femmes sachent que leur esprit est aussi vaste que le ciel, même si les hommes prétendaient le contraire. Et si mes mots devaient être voilés de modestie pour être acceptés, je les voilais, car mieux valait un message discret que pas de message du tout. Certains de mes contemporains se sont moqués de moi. Ils disaient que j'étais trop douce, trop prudente, trop conciliante. Mais je leur répondais que la douceur est une stratégie et que le silence est parfois plus dangereux que le cri. J'ai choisi de semer des graines plutôt que d'affronter de front un mur trop solide. Ces graines, je les ai laissées dans mes traités, dans mes lettres, dans les esprits des femmes que j'ai formées. Elles germeraient plus tard, quand le temps serait venu. Je savais que je n'étais pas immortelle, mais ce que je transmettais, oui, le serait. Et c'est cela qui me donnait la force de continuer, malgré les murmures, malgré les doutes, malgré l'oubli qui guettait chaque femme de savoir. Beaucoup pensent qu'une femme ne peut pas influencer la politique sans être assise sur un trône. Moi, j'ai prouvé le contraire. Mon pouvoir n'était pas dans les lois, ni dans les armées, mais dans les mots. Et les mots, quand ils sont justes, façonnent les royaumes plus sûrement qu'une épée. Les empereurs eux-mêmes venaient chercher mes conseils. J'ai écrit pour rappeler aux souverains que la stabilité d'un empire dépend de l'équilibre, que l'histoire juge toujours les excès et les injustices. Dans mes chroniques, j'inscrivais des leçons pour les siècles à venir, car je savais que le pouvoir passe, mais que les textes demeurent. Mon traité, Les instructions pour les femmes, a été lu et relu par des générations. On y a vu la voix d'une femme qui prêchait la soumission. Mais en réalité, c'était une stratégie. J'ai parlé d'humilité, parce que je savais que c'était la seule manière de faire accepter mes écrits dans un monde confucéen.
Mais derrière ces mots de prudence, j'enseignais la force intérieure, la dignité, la patience qui forge la liberté secrète. Je montrais aux femmes comment exister sans attirer la colère, comment apprendre sans provoquer la censure. C'était une leçon voilée, mais une leçon de résistance. Parfois, je me demandais si mes mots traverseraient vraiment le temps, si les générations futures comprendraient le double sens de mes phrases. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'espérer. Car dans mon époque, la parole d'une femme était comme une flamme fragile dans le vent. Pour qu'elle survive, il fallait la protéger, l'envelopper, la dissimuler sous des couches de cendres. Alors, peut-être, elle brillerait encore quand d'autres viendraient souffler dessus. J'ai vu tant de femmes réduites au silence, tant de voix éteintes avant même d'avoir parlé. Moi, j'ai refusé ce sort. J'ai utilisé la plume comme une arme invisible, une arme que nul ne pouvait confisquer. On pouvait ignorer mon nom, mais pas mes écrits. On pouvait minimiser ma place, mais pas effacer ma pensée. Car une fois tracés sur le papier, mes mots ne m'appartenaient plus. Ils appartenaient à ceux qui les liraient, aujourd'hui, demain ou dans des siècles. Je savais que je marcherais toujours sur une corde fragile, entre reconnaissance et oubli, entre respect et mépris. Mais je préférais ce risque à l'effacement total, car disparaître sans laisser de traces aurait été la vraie défaite. Moi, Ban Zhao, j'ai choisi de rester dans l'histoire, même si c'était dans les marges. Et parfois, les marges en disent plus long que les pages principales. Il y a des jours où je me suis sentie comme une ombre dans les couloirs de la mémoire. Mon frère Ben Ge, glorifié comme historien, voyait son nom inscrit en lettres d'or, tandis que le mien restait à la marge, murmuré seulement par quelques disciples. Pourtant, qui a poursuivi son œuvre après sa mort? Qui a complété le livre des Han? Moi, Ben Zhao. Et pourtant, bien souvent, les annales disaient « terminé par sa famille », comme si mon existence n'était qu'un détail, comme si mes heures de travail, mes nuits penchées sur les rouleaux, mes corrections patientes n'étaient qu'un prolongement sans valeur. Mais je n'ai jamais cessé d'écrire, même quand je savais que mes mots seraient dérobés. Car je croyais à une chose, l'histoire appartient à ceux qui la consignent, mais la vérité appartient à ceux qui la cherchent. Et moi, je cherchais. Chaque page, chaque vers, chaque note était un combat contre l'effacement. J'acceptais que mon nom s'efface, tant que mes idées restaient. Peut-être que c'était cela, le sacrifice silencieux d'une femme de savoir, offrir sa pensée au monde, même si le monde refusait de reconnaître son visage. Un jour, une élève de la cour m'a demandé « Maîtresse, pourquoi continues-tu d'écrire alors que les hommes ne retiendront pas ton nom ?» Je lui ai répondu « Parce que les mots ont leur propre vie. Ils voyagent, ils survivent, ils se réveillent quand le moment est venu. Peu importe qui les a écrits. » Je voyais dans ses yeux une flamme nouvelle, et j'ai su que mon rôle n'était pas seulement de rédiger des histoires, mais d'allumer des étincelles dans les esprits des femmes qui m'entouraient. Car au fond, c'est cela que je voulais, que chaque femme qui me lisait, qui m'écoutait, sache qu'elle avait une place dans l'univers du savoir, même si cette place était dissimulée, contestée, menacée, même si elle devait se cacher sous les habits de la modestie. Je voulais que mes textes soient des passerelles, pas des murs, des clés, pas des chaînes. Et j'ai compris que mon héritage ne serait pas seulement dans les livres officiels, mais dans les cœurs des femmes que j'avais touchées. On m'a parfois surnommée l'ombre des Han, mais une ombre, même invisible, prouve toujours qu'il y a une lumière quelque part. Et moi, je voulais être cette lumière voilée, discrète, mais inextinguible. J'ai accepté l'ombre pour que d'autres, un jour, puissent marcher en pleine clarté. Je suis Ban Zhao. J'ai vécu au 1er siècle.
mais mon souffle traverse encore les siècles. J'étais historienne, pédagogue, poétesse, philosophe de l'ombre. On m'a reléguée derrière les noms des hommes, mais je n'ai jamais cessé d'écrire, de transmettre, de tracer des chemins invisibles pour celles qui viendraient après moi. J'ai prouvé qu'une femme pouvait terminer l'histoire d'un empire, conseiller un empereur, enseigner à des princesses, rédiger des traités qui traverseraient le temps. Et pourtant, les chroniques officielles m'ont laissé dans les marges. Mais parfois, les marges sont le vrai texte, celui qu'il faut lire avec attention. On dit que j'ai prêché la modestie et l'obéissance. Mais derrière ces mots, il y avait une stratégie. Protéger mes textes, les faire circuler sans être brûlés, les glisser dans le tissu de la tradition pour qu'ils survivent. J'ai accepté de plier pour mieux faire passer le feu de la connaissance. Et ce feu, aujourd'hui encore, éclaire les esprits de celles et ceux qui osent le chercher. Mon nom fut minuscule dans les annales, mais immense dans l'esprit de celles que j'ai éveillées. Je n'ai pas brandi l'épée, je n'ai pas commandé d'armée, je n'ai pas régné sur un trône, mais j'ai gouverné autrement, par la mémoire, par la pédagogie, par la rigueur de l'esprit. Mon pouvoir n'était pas visible, mais il était réel, car ce que l'on apprend, ce que l'on écrit, ce que l'on transmet, échappe toujours au silence qu'on voudrait imposer. Et c'est ce pouvoir-là, intangible, que j'ai incarné. Je suis morte en laissant derrière moi des rouleaux, des poèmes, des disciples. Certains m'ont oublié, d'autres m'ont minimisé. Mais je savais qu'un jour, les générations futures redonneraient une voix à celles qu'on avait voulu effacer. Car aucune vérité ne dort éternellement. Elle finit toujours par ressurgir. Et moi, je savais que mes mots finiraient par respirer à nouveau. Souvenez-vous de moi, non seulement comme la sœur de Bangou, mais comme Ban Zhao elle-même. Une femme qui a écrit l'histoire des autres, mais aussi la sienne. Une femme qui a montré qu'un empire peut être éclairé par une voix qu'il voulait réduire au silence. Je suis Ban Zhao. Et tant qu'on me lit, tant qu'on me raconte, je suis encore là, vivante dans chaque mot.